Tobin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géopolitique du sport et spécialiste de la Russie. Vous êtes l'auteur de la Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe qui est paru aux éditions Bréal en mai dernier. Et vous préparez, je crois, un second ouvrage qui paraîtra cet été et consacré à la géopolitique de la Russie, les territoires de la puissance. Lucas Sobin, la FIFA a annoncé hier soir l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde de football, ainsi que la suspension des sélections nationales et des clubs russe jusqu'à nouvel ordre. Est-ce une décision, Lucas Sobin, inédite pour les instances du football contre un pays en guerre ? Alors, inédite contre un pays en guerre, pas tout à fait, puisque on a vu quelques précédents dans l'histoire, notamment en ce qui concerne la Yougoslavie et l'Afrique du Sud pendant l'apartheid dans les années 70. En revanche, c'est inédit dans le sens où c'est une des principales puissances sportives de la planète qui, aujourd'hui, est mise au banc des nations du sport mondial. Faut bien sûr se souvenir que la Russie est régulièrement dans le top 5 des principales puissances sportives du monde, qu'elle investit énormément depuis 22 ans maintenant dans le mouvement sportif mondial. À quel effet, justement ? Pour Vladimir Poutine, l'objectif, c'est avant tout d'accroître son pouvoir à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. L'objectif, c'était véritablement, au début des années 2000, de se construire un modèle sportif efficace pour pouvoir diffuser le nouveau modèle russe à l'étranger. Et si ça a pu fonctionner à travers certains cas, on peut penser notamment aux grands événements sportifs qui se sont tenus en Russie en 2014, par exemple, au JO de Sochi, ou alors la Coupe du Monde 2018 en Russie. On sait aussi et surtout qu'il y a eu l'affaire de dopage qui suit la Russie depuis 2015, qui a évidemment écorné l'image du pays. Mais il n'empêche que c'est un des éléments du pouvoir russe, aujourd'hui, du pouvoir de Vladimir Poutine. Le sport est véritablement conçu pour influer sur l'image de la Russie dans le monde, et c'est un outil de soft power du coup qui est important. Et finalement, le stopper, l'arrêter, comme le font actuellement les grandes instances du sport mondial, c'est enlever une arme au président russe. Lucas Sobin, pourquoi l'exclusion a-t-elle été préférée au boycott, ce qu'aurait laissé aux fédérations nationales la liberté de choix, comme ce fut le cas notamment pour les JO de Moscou en 1980 par exemple ? Je pense qu'à ce stade, en fait, on regardait énormément les fédérations, les instances internationales du sport, et ça faisait quelques années déjà qu'elles étaient critiquées par rapport au fait qu'elles ne prenaient jamais de position politique, en déclarant régulièrement que le sport devait être par essence apolitique, éloigné des enjeux entre les États, etc. Sauf que ces instances du sport international, elles participent de l'organisation de ce sport. Et à un moment donné, en continuant à autoriser, par exemple, des événements sportifs en Russie, c'était, dans une certaine mesure, tolérer le régime russe actuel. Et donc, cette position apolitique que tenait le CIO, la FIFA, etc., depuis plusieurs dizaines d'années, est devenue intenable, finalement, et c'est pour ça que ces décisions ont été prises maintenant. Je veux dire, au moment où la FIFA a pris sa première demi-décision en disant finalement que les barrages de l'équipe russe devaient se dérouler en dehors de la Russie, mais avec un maillot neutre, etc. C'était ce week-end. C'était ce week-end. La décision, la pression qu'a subie la FIFA à l'échelle quasi planétaire, ou en tout cas occidentale, pour justement que cette rencontre ne se tienne pas, était tellement forte que finalement il était très difficile de continuer dans cette direction. Est-ce que l'UEFA, dont on va reparler dans quelques instants, et la FIFA ont fait l'objet de pressions purement politiques de gouvernement, selon vous ? Oui, tout à fait. On a eu l'exemple justement du gouvernement polonais qui a mis la pression directement à la FIFA en disant que de toute façon la Pologne ne participerait pas au match contre la Russie quoi qu'il arrive, donc qu'elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait, mais que l'équipe polonaise ne serait pas présente. Et du coup, en fait, la FIFA s'est retrouvée un peu bloquée parce que qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça veut dire que du coup la Russie gagne sur tapis vert et finalement se qualifie face à une équipe qui refuse la guerre. Enfin, les symboles étaient beaucoup trop importants. Et c'est pour ça que justement que la position de la FIFA était intenable. Et vraiment, il faut garder en tête que ce mouvement-là
qu'on voit se dérouler sous nos yeux est véritablement exceptionnel dans l'histoire du sport moderne, qui est assez jeune finalement. On le situe à peu près à la mi-19e siècle environ. Et là, c'est véritablement, je crois, la première fois qu'on a un événement aussi fort où toutes les instances du sport suivent les unes après les autres contre un pays. Alors hier soir, Lucas Sebin, la Fédération russe de football a dénoncé une mesure discriminatoire. Est-ce qu'elle dispose de recours ? À ce stade, c'est très difficile de répondre à cette question et je pense qu'il faudrait faire appel à des juristes du sport, spécialistes, etc. Et encore, même pour ces personnes, je suis pas sûr que la réponse soit facile parce que la situation est tellement inédite, si vous voulez. La façon dont les États, les clubs, les organisations se séparent, par exemple, des sponsors, se séparent des hommes russes. Tout ça pose plein de questions. Généralement, ça se fait de façon unilatérale. Donc, il y a une décision d'un club qui dit je ne veux plus, nous ne voulons plus tel sponsor, par exemple. On l'a vu avec Manchester United. Et avec Schalke, je crois, Schalke 04 en Allemagne. C'est ça. Manchester United avec Aeroflot, Schalke 04 avec Gazprom, donc 2 sponsors russes. Ces 2 clubs ont décidé de façon unilatérale de s'en séparer. Donc, à partir de là, d'un point de vue juridique, comment ça se passe ? Quel recours ? Effectivement, c'est très difficile de le dire. On est dans un temps court, très chaud. Ces décisions sont prises véritablement pour mettre la pression directement sur le régime russe. Et si vous voulez, ça remplit le paquet de sanctions que la Russie est en train de subir actuellement. Et le sport, finalement, c'est un peu la face visible de toutes ces sanctions qui arrivent sur la Russie. Parce que le sport a un pouvoir symbolique très fort, en fait. Là, ne serait-ce que juste cette phrase de dire la Russie ne pourra pas participer au mondial de football 2022, ça touche beaucoup de gens. L'ensemble de la planète est au courant de cette information. Là où probablement que la décision de fermer Swifty à la Russie, par exemple, ça impacte peut-être moins les consciences et les populations du monde. Et du coup, on peut aussi aller plus loin en se disant que les décisions sportives, politico-sportives, vont peut-être aussi d'ailleurs toucher la population russe directement et les athlètes russes évidemment. Et on va voir, il faut observer avec attention la réaction justement de la société russe à cet égard, parce qu'il n'est pas impossible que ça permette, disons, de mettre en branle un mouvement de contestation qui existe déjà et de le cristalliser encore plus fort, si vous voulez. Alors, vous parliez à l'instant, Lucas Sebin, de sponsoring. L'UEFA a, de son côté, rompu avec effet immédiat son partenariat avec Gazprom, qui est l'un de ses principaux sponsors depuis 2012. Un contrat qui est estimé à 40 millions d'euros par an, selon les spécialistes. Comment le géant russe du gaz a tissé sa toile ces 10 dernières années au sein des instances du football ? Alors j'irais même encore plus loin, ça remonte plutôt au milieu des années 2000, des années 2000 à peu près. C'était Vladimir Poutine avait conçu, avait décidé d'utiliser Gazprom comme son bras droit économique, si vous voulez, et voilà, le siège de Gazprom se situe à Saint-Pétersbourg, ville de naissance du président. C'est symboliquement évidemment très fort. C'est Gazprom qui a participé à la construction d'énormes infrastructures sportives dans toute la Russie et notamment aussi à Saint-Pétersbourg. Notamment avec le stade de football qui devait accueillir la finale de Ligue des Champions à la fin de la saison. Exactement. Et c'est pour ça, tout ça est très, très symbolique, forcément. Ce stade est un des plus beaux stades de Russie. C'était le fleuron, finalement, de cette politique de Vladimir Poutine conduite depuis maintenant 22 ans, en fait. Et donc, effectivement, Gazprom a peu à peu investi l'ensemble du sport européen à diverses échelles, bien sûr, jusqu'à obtenir ces fameux contrats avec la Ligue des Champions et devenir le sponsor principal à la hauteur de 40 millions d'euros, ce qui est évidemment énorme. Et c'était pour cette raison, d'ailleurs, que on a observé ces dernières années des difficultés de la part des grandes instances du sport mondial à se séparer de la Russie, à sanctionner la Russie dans cette affaire de dopage, parce que quand on sanctionne la Russie, ça signifie que potentiellement ces instances sportives derrière sont sanctionnées directement, elles, au portefeuille, puisque les oligarques russes investissent beaucoup dans le sport, puisque le gouvernement russe via Gazprom investit beaucoup dans le sport. Bref, jusqu'à présent, les instances du sport international étaient fortes avec les faibles et faibles avec les forts, et aujourd'hui, pour la première fois, on a des décisions très importantes à l'encontre d'une nation puissante dans le sport.
Alors Lucas Sauban, on a beaucoup parlé de football depuis le début de cet entretien. On va élargir la perspective. Le Comité international olympique a recommandé hier aux fédérations internationales de ne pas inviter les athlètes et équipes russes et biélorusses alliés à Moscou dans les compétitions sportives internationales. Rappelons que nous sommes à 3 jours maintenant de l'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin. Est-ce que le Comité international paralympique, le CIO, qui doit s'exprimer demain, peut suivre selon vous la même ligne que la FIFA et l'UEFA hier ? Bon, c'est très difficile de se mouiller, vous imaginez bien, en ce moment. Mon intuition, c'est que ça paraît intenable, effectivement, que la Russie puisse participer aux Jeux paralympiques dès la fin de la semaine. Donc, à partir de là, la décision la plus probable, c'est que la Russie soit exclue. Voilà. Il n'y a pas d'autres paramètres qui entrent en jeu. De mon point de vue, pour le moment, si, il y a d'autres paramètres. C'est que c'est pas effectivement uniquement le CIO qui décide de cette histoire. C'est aussi l'association internationale paralympique, en fait, qui doit prendre la décision finale. C'est pour ça qu'elle n'a pas été prise en même temps que la décision du CIO, par exemple. Donc, on va voir. La réunion doit se tenir demain. On sera au courant à ce moment-là. Mais de mon point de vue, je le répète, il me paraît très difficile que l'équipe russe olympique participe à cette compétition, sachant que la situation sur le terrain en Ukraine ne va pas en s'améliorant, qu'il n'y a pas de gage, disons, donné par le pouvoir russe d'assouplissement de sa politique guerrière. Merci beaucoup Lucas Sauban d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique du sport. Je rappelle également le titre de votre dernier livre. En attendant le prochain, La Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe. Ça a été publié aux éditions Brel. On peut réécouter cette interview en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Au revoir.